Je m'appelle Marie Bouy, je suis doctorante dans l'équipe de géodésie qui est une équipe entre l'IGN et l'IPGP. Et je vais vous présenter les travaux notre étude en fait, avec ma directrice de thèse Isabelle Panet et mon co-directeur Dominique Rémy ainsi que nos co-auteurs. La présentation s'intitule donc Transfert de masse profond précédant le séisme de Maolé. Dans nos travaux, nous nous intéressons en fait au mouvement des plaques des plaques tectoniques au niveau des zones de subduction, qui sont en fait le lieu des plus grands séismes enregistrés sur Terre. Une grande question en géophysique en fait est d'identifier des signaux présismiques à ces séismes en fait, et de comprendre comment ils s'introduisent en fait dans le mouvement global en zone de subduction. Donc aujourd'hui, avec les données de géodésie, et typiquement les données GPS, on arrive à assez bien modéliser et à comprendre le mouvement en surface du côté continental de la subduction, le mouvement en fait de cette croûte. Et par exemple ici, on voit très bien le soulèvement et la subsidence après un séisme grâce aux données GPS. Si on veut s'intéresser à ce qui se passe un peu plus en profondeur, on va étudier les données sismiques qui vont nous renseigner sur ce qui se passe en profondeur au niveau de l'interface entre les deux plaques. Mais par contre, la sismicité a une limite profonde et au-delà d'une certaine profondeur, il n'y a plus de sismicité. Et donc pour savoir ce qu'il se passe ici, il va falloir obtenir d'autres données. Et on a aussi également un problème au niveau de la modélisation de ce qui se passe au niveau du plancher océanique et du côté océanique de la subduction. Donc, dans notre étude, nous, on s'intéresse à la subduction de la plaque Nazca sous la plaque Amérique du Sud et plus particulièrement au séisme de Maolé, qui est un séisme qui a eu lieu au Chili en février 2010 et qui est un très grand séisme de magnitude 8,8. Donc nous, ce qu'on va vouloir savoir, c'est comment ce séisme va se produire en profondeur et du côté océanique. Et pour ça, on va utiliser donc la gravimétrie. Donc le signal gravimétrique d'un séisme, comme ici est représenté celui du très grand séisme de Sumatra en 2004, va dépendre de plusieurs choses. Donc lorsqu'on a une rupture cosismique, on a en fait un relâchement des contraintes entre deux plaques tectoniques. Ce qui va provoquer en fait un soulèvement du plancher océanique, qui est ici représenté, et une subsidence du côté continental, de chaque côté de la rupture. Et là, c'est ce qu'on va voir en fait au niveau du signal gravimétrique du séisme de Sumatra. On voit ce soulèvement ici, sur ce lobe positif qui représente un excès de masse, et de l'autre côté de l'épicentre, on va voir la subsidence qui est ici représentée par ce lobe négatif, donc une perte de masse. Cependant, la gravimétrie ne va pas uniquement voir ces déformations de surface, aussi enregistrer ce qui se passe plus en profondeur, donc par exemple au niveau du Moho ou des variations de densité dans le volume. Le signal cosismique dans les séries temporelles gravimétriques est représenté par un saut, car c'est un signal instantané, c'est un mouvement instantané et de très grande amplitude. Donc, dans notre étude, nous nous intéressons aux données dérivées de la mission satellitaire GRACE, qui est une mission de gravimétrie satellitaire qui a été lancée en 2002 et qui nous a fourni pendant 15 ans une mesure précise des variations du champ de gravité terrestre, et on a une image en fait du champ de gravité terrestre par mois. Donc ici, vous avez représenté quelques-unes de ces variations. Ce sont les données issues de la solution du GRGS. Et on peut voir, donc, sur ces anomalies de géoïdes, on peut voir par exemple des signaux qui sont associés à la variation saisonnière au niveau du bassin d'Amazonie. On a par exemple par ici, donc en Asie du Sud, le signal issu des moussons. Ici, on va avoir la fonte des glaces au Groenland. On a d'autres signaux, on a beaucoup de signaux différents et d'autres signaux ici qui sont plutôt en fait issus des erreurs orbitales dues à la géométrie d'acquisition de Grace. Et en plus de cela, on va obtenir des formations terre solides qui sont celles qui vont nous intéresser.
Donc ça fait beaucoup de signaux à identifier. Nous, on veut identifier leur source, mais alors déjà, il va falloir pouvoir séparer les signaux les uns des autres. Pour les séparer les uns des autres, on va déjà s'intéresser à leur taille. Donc ici, on a notre signal total du géoïde. Pour s'intéresser à la taille des signaux, on va décomposer en ondelettes ce géoïde. On va les décomposer en ondelettes spatiales de différentes tailles. Ici, donc, on voit que le signal total est prédominé par le signal sur le bassin d'Amazonie. Si on décompose et qu'on regarde l'échelle spatiale 1500 km, on voit qu'effectivement, on qualifie très bien ce signal. Si on regarde par contre à plus petite échelle, à l'échelle 500 km, on voit des signaux beaucoup plus petits, issus de bassins hydrologiques plus petits. Donc ensuite, on va aussi séparer les sources en fonction de leur orientation. Et pour ça, on va étudier les gradients de gravité. Les gradients de gravité sont des dérivés secondes directionnelles du potentiel de pesanteur. Donc là, par exemple, on a un potentiel de pesanteur un petit excès de masse qui va créer une variation dans le potentiel de pesanteur représenté ici. On va le dériver une fois et obtenir la gravité. En le dérivant une seconde fois, on obtient notre gradient de gravité qui, lui, en fait, va localiser beaucoup mieux la localisation de l'anomalie de masse. De plus, on peut aussi dériver selon plusieurs orientations. Et là, par exemple, si on dérive dans la direction perpendiculaire donc à l'orientation de notre anomalie de masse, on voit qu'on va bien pouvoir le voir dans notre signal, dans notre gradient de gravité. Mais par contre, si on se place de façon parallèle à l'orientation de l'anomalie de masse, on ne le voit plus vraiment. Donc de façon, une application de ça serait plutôt... Alors ici, par exemple, on vous présente l'échelle spatiale 800 km du géoïde. Si on le dérive une première fois donc dans la direction est-ouest, on va mettre en évidence des signaux nord-sud, donc comme celui de la rivière Madeira qui est ici. Et si on dérive dans la direction nord-sud, on va mettre en évidence des signaux est-ouest comme celui de la rivière Amazon, du fleuve Amazon. Donc à cette analyse spatiale, on va ajouter une analyse temporelle. Ici, on a donc une série temporelle de gradients de gravité que l'on va décomposer en 5 morceaux. Donc un premier morceau témoin et un morceau qui va correspondre à notre cosismique. On a dit tout à l'heure qu'il devait ressembler à un saut dans la série temporelle. Donc en fait, on va laisser un saut entre le mois de février et le mois de mars. Et une autre portion, un autre intervalle dont on parlera un peu plus tard, dans lequel on essaye de fitter une pente libre pendant quelques mois avant le séisme. Donc pour représenter notre signal cosismique issu du séisme de Maolé, on va s'intéresser à ce petit saut numéro 3. On va représenter les pixels où en fait ce saut est important et qui sont fortement anormales par rapport au reste de la série, comme on peut le voir là. Donc le signal du séisme de Maolé dans les gradients de gravité ressemble à ça. Donc on a bien en fait les deux lobes, un en mer et un sur terre, auquel on s'attendait, qui entourent en fait l'épicentre du séisme. Et lorsqu'on regarde une série temporelle prise en ce point-là, donc au milieu du lobe sur terre, on voit bien effectivement qu'on a un saut entre février et mars 2010. Donc maintenant, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe avant le séisme. Et dans ce cas-là, on va représenter la pente dont on a parlé tout à l'heure, la petite augmentation au cours des mois précédant le séisme. Lorsqu'on représente les hautes valeurs de cette pente, on retrouve un signal dans la zone de Maolé, qui est unique sur toute l'Amérique du Sud et qui est très anormal. Ce signal ne se situe pas exactement au même endroit que le cosismique. Ici, on voit en fait le contour du signal qui est avant le séisme ici. Il ne se situe pas exactement au même endroit, et lorsqu'on regarde les séries temporelles au milieu de cette anomalie, on voit qu'elles ne ressemblent pas du tout au cosismique. On a une augmentation progressive du gradient de gravité et une stabilisation dès février-mars 2010.
Donc on a cherché les origines possibles de ces signaux, et une première origine possible serait une variation de masse hydrologique qui précède le séisme de Maolé. Et donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé nos anomalies observées dans GRACE. Donc ici, on est passé à l'échelle 500, parce que l'échelle 500 est l'échelle caractéristique de l'hydrologie de la région. Et donc là, on a notre observé GRACE. Ici, on représente donc on va utiliser en fait des modèles hydrologiques qui vont nous renseigner sur les variations des flux et des masses d'eau de façon globale sur toute la Terre, donc, et uniquement des masses d'eau continentales. Donc les prédictions de ce modèle sont censées nous dire exactement où l'eau varie. Ici, on a représenté uniquement le modèle WGHM et on représente les variations non saisonnières prédites par ce modèle dans les 6 mois précédant le séisme. Et lorsqu'on regarde la superposition de cette anomalie sur cette carte, on voit qu'en fait, l'anomalie associée à notre séisme, à la zone de Maolé, est dans une zone de très faible variabilité hydrologique. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans cette série temporelle, donc série temporelle qui est prise en ce point. Ici, GRACE est en noir et les modèles hydrologiques, il y en a 4, sont en couleur. On voit qu'en fait, il y a un bon accord dans les années précédant le séisme et quelques mois avant le séisme, il n'y a plus du tout cet accord. Donc les modèles hydrologiques ne voient pas du tout ce signal avant le séisme. Cependant, les modèles hydrologiques ne sont pas parfaits, donc on s'est aussi intéressé aux données in situ. Et donc on s'est intéressé en fait à la variation des stocks d'eau dans les 4 bassins qui occupent la région du signal avant le séisme. En calculant donc c'est la variation de ce stock d'eau de janvier à février 2010, nous voyons qu'il y a une variation de environ 1,2 km3 d'eau. Donc on perd 1,2 km3 d'eau dans cette région. Alors qu'en faisant l'équivalent et en calculant à peu près à combien correspondrait la perte équivalente au signal que l'on mesure, on est à 60 km3 d'eau. Donc il faudrait qu'on ait perdu 60 km3 d'eau pour expliquer notre signal, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc notre signal ne peut pas être expliqué par une variation de stock d'eau, de masse d'eau, vue par les données in situ, ni prédites par les modèles. Donc le signal doit être doit avoir une origine en fait terre solide. Lorsqu'on regarde donc l'emplacement de notre signal avant le séisme, on remarque qu'il est dans une zone où la plaque plongeante est à 150 km de profondeur. Le signe de notre signal correspond à une perte de masse, donc on estime que le signal aurait pu être provoqué par une extension de la plaque plongeante à 150 km de profondeur. En modélisant le glissement équivalent, on s'aperçoit qu'il serait équivalent à un séisme de magnitude 8,5 qui aurait eu lieu peu à peu pendant 2 mois. De plus, nous sommes dans une zone assez particulière en Amérique du Sud, car dans cette zone, la géométrie de la plaque plongeante est compliquée. Ici, par exemple, donc ici, ce sont les lignes de niveau comme les lignes topographiques, mais pour la plaque plongeante. Donc, ici, nous avons une géométrie assez plate pour la plaque plongeante. Ici, une géométrie très pentue. Et notre anomalie se trouve vraiment au milieu de cette variation. Et donc, dans une zone où, les contraintes extensives sont très fortes. De plus, il apparaît en profondeur dans une zone où, en surface, le glissement est assez libre. Et on voit une migration en fait, de cette anomalie peu à peu vers la zone du cosismique, donc vers la surface des profondeurs, vers la surface d'une zone où le glissement est libre, vers une zone où le glissement était bloqué.
Donc notre hypothèse est que le séisme de Maolé aurait été provoqué par la propagation des profondeurs vers la surface de cette déformation. En conclusion, nous avons donc montré qu'il existe une augmentation progressive dans les gradients de gravité enregistrés par Grace dans les mois précédant le séisme, qu'elle ne peut pas être attribuée à une variation du stock d'eau et qu'elle serait plutôt expliquée par une extension du slab en profondeur qui aurait pu causer le séisme de Maolé. Merci, bravo, c'était super clair. Félicitations. Merci. J'avais une question sur la solution Grace qui a été utilisée, c'est la solution GRGS, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez comparé les types de solutions? Alors en fait, je l'ai noté, mais je ne l'ai pas dit. Effectivement, donc c'est une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a comparé le signal, on a regardé s'il était présent également dans d'autres solutions. Et effectivement, on a testé avec la solution CSR 06, ITSG 2016 et 2018 et COST-G, et on le trouve en fait dans toutes ces solutions. Et le signal est le même et cohérent dans toutes ces solutions en fait. C'est peut-être une question un peu naïve, je crois que je connais rien du tout aux données gravimétriques. C'est quel type de capteur sur les satellites? Alors la mission de gravimétrie satellitaire Grace, en gros, on a 2 satellites en orbite sur la même orbite en fait qui se suivent et on va mesurer très précisément donc la distance les séparant, et lorsqu'ils passent au-dessus d'un gradient de gravité, la distance va varier. Et donc grâce à cette variation, on va pouvoir connaître la valeur du gradient. Et en plus, on va aussi utiliser les gyroscopes qui sont dans chacun des satellites pour savoir où ils sont exactement, quelle est leur attitude. Et du coup, en termes d'ordre de grandeur, de variation de distance, la variation de distance, alors je sais qu'on peut mesurer jusqu'à 2 micromètres. Mais alors la variation de distance qui se fait, j'avoue que je ne saurais pas le dire. Mais c'est assez précis quand même. Non, il y a toujours pas d'autres questions. Du coup, j'en avais peut-être une dernière. Dans quelle mesure ça a l'air quand même très particulier à la zone, et c'est super compliqué justement avec ces histoires de géométrie et tout. Est-ce qu'on peut imaginer que ce genre d'études pourrait servir à faire des modèles qui soient par exemple prédictifs? On sait que dans telle configuration et dans tel cas... Alors ça, en fait, c'est quelque chose qui a déjà été mesuré dans le cadre du séisme de Tohoku-Oki. Donc c'est ma directrice de thèse qui avait fait cette étude-là et qui l'a publiée en 2018. Dans le cadre du séisme de Tohoku-Oki, elle a vu à peu près la même configuration avec une augmentation progressive des gradients de gravité dans les mois précédant le séisme. Là, cette étude en soi est là pour voir si oui ou non on le voit dans d'autres séismes aussi. Donc c'est le cas pour le séisme de Maolé. Le fait est qu'avec Grace, on voit des très grands séismes uniquement. Donc là, on pourrait le faire sur Sumatra, éventuellement essayer de voir. Mais déjà, avant de pouvoir le modéliser, il faudrait savoir si c'est reproductible. Mais on a assez peu de séismes pour lesquels on peut essayer de le faire, parce qu'on n'a que 15 ans de mesure et assez peu de séismes de cette amplitude qui ont eu lieu. Le problème de Sumatra, c'est qu'il est en 2004, la mission a été lancée en 2002, et entre 2002 et 2003, on n'a pas forcément des très bonnes mesures. Donc on pourrait éventuellement essayer de le refaire, mais ça risque d'être difficile quand même pour avoir une stabilité avant. D'accord, mais du coup, ça voudrait dire, si on imaginait qu'on avait une observation en continu du champ de la gravité, on pourrait avoir un système de early warning pour les très très gros séismes. Ça reste après une théorie. Il faudrait vraiment... Si c'est reproductible, par exemple, on a la mission Grace Follow-on aussi qui est actuellement encore en orbite. Si c'est reproductible et que si on avait plus de données, on pourrait le faire. On pourrait le faire... On pourrait modéliser et être sûr que c'est vraiment l'hypothèse est bonne, et ensuite, oui, éventuellement, imaginer une façon de prévenir les séismes comme ça.